Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Madame, Monsieur, bonjour. La matinée sera caractérisée par des pluies faibles tôt le matin qui feront progressivement place à des intrusions de soleil, notamment sur les régions du nord-ouest et du littoral. Le temps sera généralement nuageux sur le reste des régions. Pour les valeurs de la matinée, on entend le pic à Abidjan de 26 degrés, 25 à Diaké et Bondoukou, 24 degrés à Boaké et Daloa, 25 à Dimbokro, 24 à Gagnoa, 22 degrés à Korogo, 21 à Man, 23 degrés à Oudiéné, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Tabou et à Yemsokro. On notera en début d'après-midi un temps plutôt ensoleillé sur la majeure partie des régions. En milieu ou en fin de période, on observera des pluies localisées dans les régions du sud forestier et du littoral. Les régions du nord-ouest observeront quelques orages isolés. Le reste du pays observera un temps généralement nuageux. Côté température, on a 31 degrés à Abidjan et à Diaké, 34 à Bondoukou, 33 degrés à Boaké et Daloa, 35 à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 35 dans le Poro, 32 dans le Tonkui, 35 dans le Kabadougou, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 30 degrés à Tabou et enfin 34 à Yemsokro. Merci pour votre aimable attention à ce point du temps. Nous rappelons qu'on pourrait enregistrer des averses sur les régions du nord et sur les régions situées plus au sud de la Côte d'Ivoire. La vigilance reste donc de mise. Bienvenue, merci d'être avec nous dans ce bref regard sur l'actualité. Révision de la liste électorale, la commission électorale indépendante CEI donne le top départ ce matin. Les Ivoiriens sont invités à prendre d'assaut du 10 au 24 juin 10 848 sites ouverts sur l'ensemble du territoire et 84 autres à l'étranger en vue de s'inscrire sur la liste électorale. Ibrahim Coulibaly Cuvière, le président de la CEI, donnera le coup d'envoi de l'opération à Yopougon. À travers la révision de la liste électorale, la CEI donne aussi l'opportunité aux hommes et femmes qui n'ont jamais pris part à une élection en Côte d'Ivoire de se faire enrôler pour la première fois sur le listing électoral. La France soutient le système sanitaire en Côte d'Ivoire, 20 milliards de francs CFA à travers la signature de 3 conventions d'affectation, dont 2 du C2D et 1 du prêt souverain de l'AFD. Objectif, achat d'équipements et réhabilitation de laboratoires. Alexis Ouedraogo. 20 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe qui vient soutenir le plan de riposte sanitaire Covid-19. Achat de réactifs pour les tests, réhabilitation de laboratoires et centres de recherche, la signature d'avenants aux conventions C2D et prêt souverain AFD qui portent l'initiative a eu lieu ce mardi à la primature. Ces avenants ont tous pour vocation
de réallouer rapidement et très précisément des fonds disponibles pour contribuer à mettre en œuvre le plan de riposte sanitaire Covid-19 de la Côte d'Ivoire. Si l'État de Côte d'Ivoire est pleinement engagé dans la lutte contre la Covid-19 et la protection de ses populations, l'appui lui vient en renforcement des acquis. La contribution de la France au plan de riposte Covid-19 à hauteur de 20 milliards viendra amplifier l'action du gouvernement. Ces montants seront consacrés à l'acquisition des réactifs, des intrants et des équipements pour les laboratoires, au financement des travaux d'électricité à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, à la réhabilitation et l'équipement de 7 laboratoires, au renforcement de la communication de l'Institut national d'hygiène publique et à l'accompagnement de la recherche opérationnelle. L'occasion pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre, d'inviter les populations au respect des mesures barrières. Le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, met tout en œuvre pour protéger les populations ivoiriennes de cette pandémie et les soulager de ses conséquences socio-économiques. Ces efforts ne doivent pas faire oublier le respect des mesures barrières et d'hygiène sanitaire qui s'imposent à tous. Notons qu'une partie des fonds sera versée directement au Trésor public en refinancement des règlements déjà effectués. On en vient au point de la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire à la date d'hier. 114 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés, 176 guéris et 0 décès. À la date donc du 9 juin, la Côte d'Ivoire compte 3 995 cas confirmés, dont 2045 personnes guéries, 38 décès et 1912 cas actifs. Le ministère de la Santé rappelle que la pandémie n'est pas terminée et que seul le respect des mesures barrières peut permettre de contrôler et de maîtriser la pandémie sur le sol ivoirien. L'État dégage la somme de 3 milliards de francs CFA pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Les PME pourront obtenir des prêts par le truchement du groupe de Mesofinance, compagnie financière africaine et sa filiale en Côte d'Ivoire. La compagnie africaine de crédit, la société de cautionnement de Côte d'Ivoire, a signé une convention avec ce groupe. Francis Boifo pour les détails. Par cette signature de convention avec le groupe de Mesofinance Cofina, la société de cautionnement de Côte d'Ivoire, Socasi, apporte un début de solution à la question de financement des petites et moyennes entreprises PME et les très petites entreprises TPE. La Socasi a mis à la disposition de l'une des filiales de Cofina en Côte d'Ivoire la somme de 3 milliards de francs CFA pour accompagner les PME. Vous avez évoqué le montant de 3 milliards. Ça doit générer 18 milliards de francs de prêts aux petites et moyennes entreprises, donc 6 fois plus. Dans cette période de Covid-19, les petites entreprises sont victimes de tensions extrêmes de trésorerie. C'est un financement qui nous a été accordé pour une durée de 5 ans, qui va permettre de rallonger la durée de financement à ces institutions-là et de leur permettre justement de passer cette période de liquidité tendue. Plusieurs PME et TPE devraient amorcer un nouveau départ à travers ces financements calqués sur le modèle de la Mesofinance. En dehors du fait qu'elle est prête à multiplier quand même le montant qu'on met à sa disposition, donc élargir l'assiette pour nos PME, à côté de ça, Cofina aussi a cette expertise spéciale PME. Elle travaille à plus de 80-90% pour les PME. La société de cautionnement de Côte d'Ivoire a été créée en 2015. Sa mission principale, faciliter l'accès des PME et PMI ivoiriennes au financement. La Socasi regroupe la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne des PME, l'Union ivoirienne des professions libérales et la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le président burundais Pierre Nkurunziza est décédé lundi à l'âge de 55 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Il présidait aux destinées du Burundi depuis 2005. Le 20 mai, son successeur et dauphin désigné, Évariste Ndayishimiye, a été élu pour le remplacer à la tête de l'État. Pierre Nkurunziza ayant décidé de ne pas se représenter, son mandat devait se terminer en août. Sa candidature à un troisième mandat très controversé en 2015 avait plongé son pays dans une crise politique majeure qui a fait plus de 1200 morts et contraint 400 000 Burundais à l'exil.
En République démocratique du Congo, la police empêche l'accès au grand marché de Kinshasa et réprime les manifestations des commerçants. Ces derniers sont exaspérés par leur perte de bénéfices depuis la fermeture du grand marché il y a 2 mois pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il représente désormais le symbole mondial des violences policières et racistes aux États-Unis. Entre les larmes et les slogans politiques, les obsèques de George Floyd dans une église du Texas hier ont mêlé les hommages à cet homme noir tué par un policier blanc et les appels enflammés à s'attaquer enfin au racisme. Vous êtes obligés de faire votre deuil en public. C'est difficile, leur a dit le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, dans une vidéo au ton intime diffusée pendant la cérémonie. Mais pour lui, l'heure de la justice raciale est venue. Nous ne pouvons plus nous détourner du racisme qui blesse notre âme, a ajouté l'ancien vice-président de Barack Obama. Point final, je vous laisse avec Alex pour la suite de cette matinale. Merci Régis Kofi du Bleu Rose. Tous les gens sont représentés. Bonjour à tous et bienvenue à votre matinale préférée car voilà, c'est un secret de Polichinelle maintenant. Chaîne préférée, programme préféré. Merci une fois de plus de nous confier vos débuts de matinée. Et pour ce mercredi, nous aurons ensemble à parcourir près de 60 minutes d'échange sur divers sujets, notamment celui qui va nous occuper en fin de mission. Thématique mercredi, c'est la famille, traitée aujourd'hui par le docteur Joe-Frédéric Zabi, et le terme traité est de circonstance car nous allons nous attaquer aux blessures émotionnelles, ces blessures qui ne sont pas forcément visibles mais qui laissent des traces indélébiles dans notre manière de faire, impactent négativement la plupart du temps nos relations. Comment s'en sortir? Ce sera les échanges qui seront menés sur ce sujet dans quelques instants avec le docteur Joe-Frédéric Zabi. Le temps pour nous de vous souhaiter la bienvenue en compagnie d'autres informations qui ont circulé ça et là et qui intéressent ce jour précisément en ce 162e jour de l'année. Aujourd'hui donc 10 juin, il faut savoir que nous sommes à la célébration de la journée mondiale de l'art nouveau. Qu'est-ce que c'est que l'art nouveau? L'art nouveau, c'est la journée existe déjà depuis 2013, célébrée tous les 10 juin. La journée rend hommage au génie des grands créateurs de l'art nouveau. L'art nouveau moderne, style ou style nouille, est un mouvement artistique de la fin du 19e siècle jusqu'au 20e siècle qui s'appuie sur l'esthétique des lignes et des courbes, comme vous pouvez le constater sur ces images. Et nous, on a vraiment de belles illustrations de l'art nouveau au niveau de notre basilique de Yamoussoukro. Voilà, c'est vraiment un espace qui met en exergue l'art nouveau avec d'autres édifices. Pourquoi pas? En tout cas, ça donne envie au voyage. Le voyage qui est d'autant plus un peu touché de cette période de Covid-19. On espère que les choses rentreront dans l'ordre pour que voilà, le brassage entre les différentes cultures puisse se faire exactement. Alors, une autre journée aussi célébrée ce 10 juin, c'est la journée mondiale anti-contrefaçon. Il ne faut pas copier-coller, il faut s'adonner voilà, à l'original. La journée mondiale anti-contrefaçon est une journée internationale créée en 1998 par la Global Anti-Counterfeiting Groups. À la veille de l'été en juin, l'édition française est organisée par l'Union des fabricants. Elle a pour objectif principal la sensibilisation au grand public aux conséquences de la contrefaçon. Lors de cette journée, la remise des trophées de lutte contre la contrefaçon a lieu à Paris. Cette cérémonie permet de mettre en valeur les actions menées au cours de l'année passée pour des catégories d'entreprises, de médias, d'associations et d'organismes. Pour ainsi dire, tout le monde est investi et responsabilisé à un comportement plus juste pour se diriger vers l'original, les marques et non pas les copies. Il faut éviter. Alors, Matin Bonheur se copie, mais reste toujours... on va dire, reste toujours égale à elle-même. Et puis, elle essaie chaque fois de vous apporter quelque chose de plus pour vos journées. Nous sommes très heureux donc d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, on a des célébrations. Parlons de bonheur. Il faut célébrer avec ces personnes-là une bougie de plus. En l'occurrence, la dame des années yéyé qui a bercé plusieurs générations. Chantal Goya célèbre aujourd'hui 1 an de plus. Chantal de Guerre, dite Chantal Goya, née le 10 juin 1946
1942 à Saigon, en Indochine, est une actrice et chanteuse française. Chantal de Guerre, née à Saigon le 10 juin 1942, est dans une plantation d'un père vosgien. Voilà, Bertrand de Guerre, c'était son père, et d'une mère, Béquet Collecte. Voilà, elle est la meilleure d'une famille, l'aînée d'ailleurs d'une famille de 5 enfants. Et on s'en souvient toujours avec ses chansons enfantines pour maintenir les enfants dans un univers somptueux et de magie. Autre naissance ici en Côte d'Ivoire, c'est le journaliste André Silver Conan qui célèbre 1 an de plus. Journaliste écrivain, né le 10 juin 1976 à Abengourou. Il est d'abord journaliste politique pour le quotidien ivoirien Le Nouveau Réveil avant d'intégrer la rédaction de Jeune Afrique. Joyeux anniversaire, cher confrères. Et on part maintenant pour la dose énergique de cette matinale. On n'allait pas se dérober à vous apporter du bonheur en sport avec le coach Diabati. Bonjour, je vous à la maison, coach Diabati pour vous servir. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et qui dit mercredi parle de fitness, jeunesse. Aujourd'hui, nous allons déplacer. Okay? Nous allons travailler le cardio des enfants, mais tout en travaillant de façon modérée, alternée, okay? Avec des séances de pause. Okay? Et sur ce, mettons-nous en place, en disposition pour la séance. On va aller à petit trot et au fur et à mesure monter en intensité. Ok? Marche toujours. Marche. Continue. Bouge. Bouge. Et léger déplacement là. Sors la jambe légèrement en avant. Toujours. Continue. Ok. Il faut inspirer, souffler. Ok, là. Sortie arrière de la jambe. Avec un sourire. Toujours. Bouge. Continue. Bouge toujours. Ouvrez toujours la bouche pour inspirer, souffler. Bien sûr, avec le sourire. Simple mouvement. Élévation légère. Toujours les mains antéro-postérieures. Encore. Récupère. Moment de pause pour récupérer, reprendre son souffle et repartir encore. 2. On va repartir. Ok. Élévation de légère. Talon fait ça. Ok. Bouge toujours. Et regarde bien droit devant. Lorsque vous êtes fatigué, vous posez et récupère. Ok. Le sport, il n'est pas difficile. Ok. Il est très facile. On va passer au corps. Toujours au même mouvement. Impulsion, réception. Et joindre à ce mouvement-là, élévation de main. Là. Ok, hein? Continue. Croise. Et regarde toujours droit devant. Et pause. Ok. Marche, récupère. Prochain mouvement très simple. Hein? Ok. Élève. Toujours. Travail. Il faut bien contracter tout le corps.
OK. Et pause. Marche, récupère. OK, bouge. Bouge. Avec bien sûr le sourire. Et pause. Hein. Léger exercice. Hein. Là. Et pause. Récupère. Et grandis sur la pointe des pieds. Grandis. Et pause. Le sport, c'est dur, c'est difficile, mais c'est vital. Merci au coach Diabaté pour cette séance de déplacement cardio, bon pour le cœur, bon pour la vie. Et lui, il fait partie d'un élément vital aussi de cette matinale. C'est lui qui trie les différents organes de presse pour vous apporter l'information vraie. Monsieur Renaud Kobia installé, on le reçoit maintenant. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors on démarre tout de suite avec Soir Info. Oui, plusieurs boulangeries sont fermées depuis quelques jours. C'est ce que Barassa Une, le quotidien, selon le président de boulangerie et pâtisserie de Côte d'Ivoire. Cette situation résulte du harcèlement dont sont victimes certains opérateurs du secteur du pain en Côte d'Ivoire. À en croire M. Abbé Akoué, qui est cité par le confrère. Si cette situation continue, d'ici peu, il n'y aura plus de pain sur le marché. Et ça donne du pain sur la planche. Ouais. Le deuxième organe qui nous reçoit, c'est l'Infodrome. Les responsables de la mort du professeur Laurence Adonis Kofi, son époux et son fils ont été condamnés selon le confrère. Le verdict est tombé ce lundi, 6 ans de prison ferme. C'est la peine dont écope le conducteur du véhicule pour homicide involontaire. Celui qui le lui a prêté, lui, prend 4 ans ferme pour mise en danger de la vie d'autrui, tandis que la jeune fille qui se trouvait avec eux prend quant à elle 6 mois de prison avec sursis. Hélas, l'expression nous reçoit maintenant pour la suite. Oui, et le confrère lance à sa une que le président du PDCI, cité dans une affaire de propagande électoraliste sur les réseaux sociaux, avec ce titre, Bédier et ses cyberactivistes épinglés. Le confrère, pour étayer ses propos, s'appuie sur une enquête du réseau social Facebook qui soupçonne une société tunisienne qui serait liée à Henri Konan Bédier de se livrer à de la propagande pour influencer des élections dans différents pays du continent. Le matin bonheur, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, sur le même sujet, le matin Barassa Une, présidentielle 2020, Bédier et Gbagbo cités dans un vaste complot. Selon le confrère, les deux ex-présidents, à travers des réseaux de fabrication de fake news qui ont été démantelés, tentaient d'influencer l'élection présidentielle du 31 octobre. Plus de précisions dans le matin de ce mercredi 10 juin 2020. C'est au tour du quotidien d'Abidjan. Le conflit au FPI continue de faire des vagues selon le confrère qui avoir à sa une à travers les dernières sorties du président du parti Afin Guessan qu'il qualifie de dérapage dangereux. Selon le confrère, celui-ci pleure sa mort politique. Donc plus de précisions sur les derniers soubresauts de cette guerre larvée entre les deux tendances du Front populaire ivoirien dans le quotidien d'Abidjan de ce jour. On passe maintenant à l'Inter, qui est bien national. Oui, l'Inter fait des révélations sur la recette du RHDP pour la présidentielle d'octobre 2020. Le confrère livre à ce sujet la stratégie du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour battre ses adversaires. Dans le papier qu'il consacre à cette information, l'Inter livre les confidences de ses lieutenants et dévoile ce qui se passe sur le terrain. Et en 7e point, c'est avec Presse Côte d'Ivoire. Et oui, la RTI classée premier média audiovisuel d'Afrique de l'Ouest. On ne se lassera pas de revenir sur cette information qui vient récompenser les nombreux efforts fournis au quotidien par tous les agents de la Maison Bleue. La RTI est le média ouest-africain le plus apprécié selon le classement annuel du magazine African Business des médias les plus appréciés en Afrique. Selon le classement 2020 de cet organe, le groupe a été classé 14e devant France 24, notamment, qui est logé à la 15e place. À noter que 5 autres médias africains font partie du top 25 de cette année. Il s'agit de chaînes sud-africaines et tanzaniennes exclusivement.
Merci à vous, Monsieur Renaud Kodia. Et nous, on va poursuivre le travail pour maintenir cette position au beau fixe qui émane des efforts consentis par tout le monde, autant les personnes ici à la RTI que nos consultants, comme le docteur Joe Frédéric Zabi, que nous allons recevoir maintenant, qui a son expertise, qui n'est plus à démontrer en matière de famille ou même de société, de sujets de famille ou de société à résoudre. On parle aujourd'hui de blessures émotionnelles, comment guérir des blessures émotionnelles. Vous savez, toute expérience positive ou négative nous marque à vie, mais on se souvient plus souvent de celles qui sont négatives et elles marquent par des blessures qui sont dites blessures émotionnelles. Comment guérir par des blessures qu'on ne peut pas toucher physiquement, qu'on ne peut pas penser en tant que tel avec un traitement, mais le docteur, il a posé le diagnostic et il a trouvé la panacée pour pouvoir nous emmener à guérir tous ce matin. Ce sera dans quelques instants, juste après le jingle. Bonjour docteur. Bonjour Alex. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, d'autant plus que vous allez nous apporter, on va dire, des solutions pour pouvoir aller de l'avant avec ce sujet, comment guérir de ces blessures émotionnelles. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une blessure émotionnelle? Bonjour Alex, bonjour au monde. Une blessure émotionnelle, ce n'est rien d'autre qu'une entaille qui est faite en fait à l'esprit de quelqu'un, au cœur de quelqu'un. Donc, pour simplifier les choses, il faut dire que c'est une profonde douleur, c'est un choc aussi qui est fait au cœur par notre esprit. D'accord. Et de cet état de fait-là, la blessure émotionnelle se décline sous plusieurs formes. Quels sont donc les types de blessures émotionnelles? Il en existe une multitude. D'accord. Il en existe une multitude, mais on peut les classer en 5 grandes familles, en fait. La famille des rejets, les rejets en général, la famille des abandons, la famille de la trahison, la famille également de l'injustice. Et puis, la dernière famille, c'est la famille qui m'échappe un peu, mais ça me revient tout à l'heure. La peur, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Voilà. Alors, catégorisé comme ça pour ces 5 grandes familles de blessures émotionnelles, comment on arrive à définir que je suis dans du rejet, je suis dans l'abandon, dans la trahison ou je baigne dans la peur? Il faut savoir que les blessures émotionnelles, en général, ont ceci de commun qu'elles affectent directement l'auto-estime de la personne. Donc, chaque blessure a un masque, c'est-à-dire des signes, des comportements qui permettent de reconnaître qu'on est soit dans le rejet, soit dans l'abandon, dans la trahison, dans l'injustice, etc. On a un masque qui permet de voir cela, mais quelle que soit la blessure qui est infligée, on découvre que la personne régresse sur l'échelle de l'auto-estime. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on voit que la personne n'est pas prête à l'action en général. Parce que la blessure émotionnelle a ceci de particulier, qu'elle empêche même l'individu qui en est atteint de pouvoir rechercher la solution et de les mettre en œuvre. Donc ça, c'est une caractéristique qui est importante à savoir, que quand on est blessé, c'est difficile souvent de se savoir blessé et d'aller vers une solution. La blessure émotionnelle également engendre des problèmes de santé énormes. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle. Donc, il faut pouvoir distinguer ces signes-là également qui montrent que ça ne va pas. Parce qu'il est souvent difficile aux gens de pouvoir établir un lien correct entre la blessure émotionnelle et la difficulté physique qu'ils ont. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de maladies, notamment les maladies métaboliques, comme par exemple l'hypertension artérielle, le diabète, les ulcères d'estomac, etc., qui résultent très souvent de blessures émotionnelles qui ne sont pas guéries. Alors, docteur, on a indiqué à nos téléspectateurs que nous allons faire un diagnostic, à poser voilà, le diagnostic, le postulat sur les différentes blessures. Vous avez parlé d'être dans le déni de la connaissance de ces blessures. Quel chemin aborder ou adopter pour pouvoir mettre le doigt là-dessus, sur sa blessure? Premièrement, il faut pouvoir se connaître, il faut pouvoir s'observer. Et il faut savoir qu'en général, quand il y a un dysfonctionnement dans notre relation avec les gens, dans notre vécu quotidien, quand ça ne va pas, on sait. Et il ne faut pas être dans le déni. Le déni, c'est que, par exemple, pour schématiser ça, je prends quelqu'un qui est en train de marcher et qui prend une pointe dans le talon. Donc, s'il fait semblant de ne pas avoir une pointe, la pointe va le blesser davantage. Et il va se faire mal davantage. Donc, il faut qu'on sache que désormais, il y a une pointe dans mon pied et je ne peux plus marcher comme j'avais l'habitude de marcher.
Premièrement, il faut que je me soigne. Deuxièmement, et la guérison va venir. Mais on fait des confusions énormes entre la guérison et les soins. Donc, très souvent, les gens, ils pensent aller directement à la guérison, alors que la guérison, c'est un processus qui vient à la fin, en fait. Et avant qu'on arrive à la guérison, il y a le diagnostic, il y a les soins qui sont à apporter avant que la guérison ne se fasse seule et avec le temps, souvent avec la prière. Mais nous, on mélange tout. On s'est dit, bon, ok, je vais à l'église, je prie, bon, donc je serai guéri. Alors que quand il n'y a pas de soins, la blessure se refoule en fait dans le subconscient. Et puis, ça y est là, dans un état latent. Et puis, à tout moment, ça ressurgit et ça nous fatigue. Donc, il faut savoir qu'on doit soigner la blessure avant d'arriver à la guérison. D'accord, docteur. Avant d'arriver donc aux soins que nous allons prodiguer pour ces différentes blessures-là, comment un individu lambda se reconnaît dans une blessure dite de rejet, par exemple? Comment c'est schématisé? Comment c'est palpable? Imaginons par exemple quelqu'un qui a vécu par exemple le rejet dans sa famille. Quand on est enfant, ça peut être un enfant par exemple qui n'a pas été reconnu par son père et qui est parti, il grandit. Et il voit que tous les autres enfants du quartier ont leur père, sauf lui. Et le père n'est pas présent. Il le voit, même si on ne le lui dit pas, il le voit, il le sent, il le ressent. Et donc, ça marque profondément. Et il est là, il se sent donc à l'écart. Et lui-même, il finit par se mettre à l'écart. Il finit par s'isoler de tout le monde. Il finit par s'éloigner de tout le monde. Et quand c'est comme ça, les gens lui en parlent. On dit, mais toi, tu aimes trop être seul. Toi, tu n'aimes pas les gens. Tu es toujours à l'écart. Les gens lui en parlent. Et quand il y a des choses comme ça qui vous reviennent, sachez qu'il y a un problème. Il y a un problème de rejet. Ce sont la conséquence du rejet qui se décline ainsi. On y reviendra dans quelques instants, le temps d'une courte page de réclame. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Et voilà, de retour sur le plateau de la matinale en compagnie toujours du docteur Joe-Frédéric Zabi qui va penser les mots des blessures émotionnelles. Nous en étions à l'étape du rejet, comment le rejet peut s'identifier chez une personne. Alors, on va passer sûrement au deuxième point, à savoir l'abandon. Comment on sait qu'on souffre de blessures dues d'abandon? Par exemple, je prends le cas d'une femme qui vit avec son mari et puis, pour des raisons ou d'autres, le mari, il prend ses bagages et puis il s'en va. Il s'en va, il ne donne pas de raison, ou bien les raisons ne paraissent pas logiques aux yeux de celle qui a été abandonnée. Donc, elle ressent de la frustration, en fait. Et elle le vit mal. Elle s'est dit, bon, certainement que je n'ai pas assez de valeur. Donc, elle se dévalorise tout de suite sur l'échelle de l'auto-estime. Elle s'est dit, bon, c'est fichu, c'est pas évident que moi je puisse attirer un autre regard et tout. Et donc, elle-même, elle se dévalorise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, il y a des initiatives qu'elle ne peut plus prendre. Il faut savoir que l'auto-estime, c'est le moteur, c'est le carburant de l'homme. Et donc, quand on a une faible auto-estime, il n'est pas évident de prendre des initiatives et d'aller de l'avant. Donc, vous voyez que là, la personne est également dans l'inaction. Elle est amorphe. Et puis, tout le monde le lui reproche. Elle a bien envie de faire quelque chose, mais elle ne peut pas parce qu'elle ne sait pas comment faire. Donc, c'est ça, en fait, l'abandon ici et son masque et les comportements qui suivent. Alors, docteur, dans ce cas d'espèce précis de l'abandon, est-ce qu'il y a toujours départ? La personne en face peut être bien là, mais sans être présente en tant que telle et faire subir à l'autre
l'abandon. Absolument, absolument. Le départ, il peut être matériel, où la personne prend ce bagage et elle s'en va, ou bien alors ça peut être aussi une sorte d'évasion, c'est-à-dire que la personne est là, mais sans être là d'esprit. Elle est là de corps, mais sans être là d'esprit. Elle est partie il y a longtemps. On sent qu'elle ne s'implique plus dans les choses quotidiennes, elle ne s'implique plus dans la relation, etc. Mais les conséquences sont toujours les mêmes, que ce soit matériel ou pas. Les conséquences sont les mêmes sur la personne qui subit en fait l'abandon. Et quels sont les facteurs de motivation de ce genre de blessures, par exemple, dites d'abandon? Seuls ceux qui abandonnent le savent. Mais on peut dire qu'en général, c'est lié au fait qu'on a souvent du mal avec soi-même. Et ce qu'on a comme mal qu'on n'arrive pas à guérir, parce que la plupart des gens qui abandonnent, ils pensent qu'ils n'ont aucun problème. En général, eux-mêmes, ils sont souvent plus problématiques que ceux qui abandonnent. Donc, ils ont des problèmes qu'ils ne cherchent pas à guérir. Et puis, ils se disent que c'est l'autre qui n'est pas bien. Donc, en général, le problème se trouve avec la personne. Et la personne rejette ça sur les autres. On ne se remet pas en cause véritablement. On ne se remet pas en cause, voilà. On rejette ça sur les autres. Et les autres finissent par saisir ça et nous rejeter. Donc, on s'y rejette soi-même, on se fait rejeter par les autres, on rejette les autres. Voici le cercle vicieux dans lequel la plupart des blessures émotionnelles nous mettent. Et notamment ici, dans le cas d'espèce, qui est l'abandon, nous-mêmes, on ne se sent pas capable de vivre avec quelqu'un. Et donc, on attend trop des autres. Et on s'est dit que celui qui est en face de nous doit nous donner en fait ce dont on n'a pas pu bénéficier. Et quand on n'a pas ça, parce que la personne qui est en face de nous est un être humain, qui a ses limites, qui a ses difficultés à elle aussi, souvent on s'est dit, bon ben, elle ne peut pas m'aider, il n'y a pas de raison qu'on soit ensemble. C'est pour ainsi dire le transfert de la satisfaction de nos besoins vers les autres qui nous mène à se sentir abandonnés. C'est cela. Et c'est commun à presque toutes les blessures émotionnelles. C'est que, comme je l'ai dit, souvent on est et le contact social, les relations interpersonnelles entre les gens, d'abord les parents, ensuite la communauté, la société, ça réveille en nous ce qui existe déjà. Parce qu'un enfant qui est plus ou moins abandonné, d'une certaine façon, le sent et le ressent. Et donc, cette blessure-là, elle n'est pas très grave. Peut-être, quand je dis très grave, je veux dire en termes d'intensité. Jusqu'à ce qu'on pose un autre acte qui réveille la douleur. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a une douleur dans le pied, par exemple, tant que la douleur n'est pas, comment on appelle ça béante. Pas béante, mais visible. Tant que, par exemple, ce n'est pas purulent, on sent qu'on a un peu mal jusqu'à ce que quelqu'un d'autre nous marche sur la douleur qui existait déjà. Et on la ressent beaucoup plus intensement. C'est pareil. On a déjà la douleur qui est là, à l'état latent. On ne s'en rend pas compte. On évolue avec. On croit que c'est une partie de nous. On fait corps avec. Et puis, un jour, quelqu'un pose un acte dans notre direction qui réveille cette douleur-là. Et là, soudain, on découvre que non, là, ça va pas. Ça va pas. Et donc là, ça nous met dans deux types de situations. Premier type de situation, c'est par exemple, ça nous met dans le cercle de la victimisation ou dans le cercle de la responsabilité. Donc, les gens qui sont dans le cercle de la victimisation, ils sont là, oui, c'est pas ma faute. Oui, c'est la société, oui, ce sont les autres, où il n'y a pas de solution, on ne peut rien faire, c'est fichu pour moi. C'est la négativité. La négativité absolue. Et quand vous leur dites qu'on peut trouver une solution, on dit non, ça c'est pas possible, parce que moi j'en ai jamais vu et je ne crois pas que ce soit possible. Là, c'est le cercle de la victimisation. Et il y a des gens qui vont directement dans le cercle de la responsabilité. Ils se disent, c'est arrivé, bon ben, c'est la vie, moi il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution, il faut que j'aille vers les solutions. Donc, je sais que les solutions ne viendront pas à moi. Moi, j'irai vers les solutions. Ça va me coûter de l'argent, ça va me coûter de l'énergie, ça va me coûter du temps, ça va me coûter mon être même. Mais il faut que je guérisse. Parce que c'est le point de départ d'une vie nouvelle. Sans guérison, il n'y a pas de vie nouvelle. C'est compliqué. Sans guérison, c'est la pourriture autour. Sans guérison, c'est les relations sociales qui sont affectées. Et donc, quand ça commence dans le couple, ça va dans la famille, ça va beaucoup plus loin, même au travail, dans tout ce qu'on fait. Les blessures émotionnelles interviennent. Il y a plusieurs corrélations d'aspects de notre vie qui sont, on retrouve, impactées. Alors, la distinction avec la blessure dite de trahison. La trahison, ça aussi, c'est une blessure. C'est une blessure. C'est-à-dire que la trahison... il y a un investissement affectif et émotionnel qui s'est fait quand on a confiance en quelqu'un. Donc, on s'est dit, c'est une banque
en laquelle on a très confiance. Et cette banque-là, elle ne peut pas, par exemple, mettre à la disposition du citoyen lambda les secrets, par exemple, de notre compte bancaire, le code de notre compte bancaire, etc. Donc, les choses qui nous sont chères, on confie à une personne. Et du coup, ce qu'on lui a confié, bon, ben, elle prend ça et puis elle balance ça aux autres et tout. Donc, on a un sentiment profond de trahison, un sentiment profond de négation, de désillusion aussi. De désillusion et tout ça, voilà. Et donc, ça s'exprime par le fait qu'on n'a plus confiance en qui que ce soit. On devient très, très suspicieux. On fouille tout et on attend que tout le monde soit correct aussi. Donc ça, c'est une blessure émotionnelle également qui affecte notre vie. Vous voyez, si quelqu'un, par exemple, a été victime de trahison et qu'elle se retrouve dans un couple, ce n'est pas évident que ce couple-là soit toujours dans la joie. Parce que ce soit monsieur ou madame, on sera toujours en train de fouiller les portables quand la personne dort, on sera en train de faire les poches, on sera en train de sentir tout et tout. Moi, je vous donne un exemple d'une dame qui me disait comme ça que quand mon mari vient, par exemple, d'une mission, que, par exemple, on a des relations sexuelles, j'insiste toujours pour que, par exemple, il éjacule dehors, pour que je vois la texture, par exemple, de son sperme. Bon, pour arriver à ces niveaux-là... Ceci, entre en petite parenthèse, est-ce que c'est gage de véracité sur ses soupçons? Pas du tout, mais c'est la paranoïa qui nous amène à poser des actes comme ça, qui n'ont aucun sens, en fait, en réalité. Mais pour elle, ça la rassure. Parce que, mais imaginez, par exemple, un mari... qu'on traite de cette façon-là, il ne se sentira pas bien. Il se dira, bon, ben, ça, il faut que je me débarrasse de cette relation-là parce qu'elle va finir par m'empoisonner moi-même. Donc, vous voyez que ce genre de blessure émotionnelle, quand on n'en guérit pas, on empoisonne la vie de ceux qui sont avec nous. Et d'abord, on est empoisonné nous-mêmes et on empoisonne les autres. Mais la plus grosse victime de blessures émotionnelles en général, c'est d'abord nous. C'est après nous. C'est toujours nous. Et nous seuls d'abord. Finalement, il faut se mettre en face de sa difficulté et puis la résoudre soi-même, parce qu'il ne faut pas toujours transférer le problème sur les autres. Absolument. On se retrouve dans un miroir, dans une glace, on se regarde, on voit qu'il y a une cicatrice. On l'aime, on ne l'aime pas, mais elle est là. Même si on met du maquillage dessus, mais quand on va enlever le maquillage, la cicatrice, elle est là. Il faut que les gens apprennent à guérir de leurs blessures. Comme je l'ai dit, vous savez, il y a des choses qu'on n'ose pas faire, qu'on n'a pas envie de faire, ou bien qu'on a du mal à faire, juste parce qu'on n'en mesure pas les enjeux. Il faut connaître les enjeux de la guérison de la blessure émotionnelle. Savoir que quand on ne guérit pas de ces blessures émotionnelles, c'est d'abord nous qui sommes infectés. Et comme je le disais tout à l'heure, les premiers signes se révèlent au niveau de notre santé physique. Ce sont les maladies endocriniennes, par exemple. Ce sont les maladies, par exemple, que j'ai citées au départ, l'hypertension artérielle, et qui résultent en fait d'un jeu d'hormones. Parce que nos pensées, elles suscitent des émotions, et ces émotions amènent la sécrétion de certaines hormones. C'est purement physiologique. Ces hormones sont là. Normalement, prenons l'exemple d'une pluie. La pluie, elle est bonne pour nous. La pluie, elle vient arroser les plantes qui nous donnent à manger. Donc, il doit pleuvoir. Mais imaginez, par exemple, qu'il pleuve 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. Tout sera noyé. Donc, cette bonne chose va devenir finalement un cercueil pour n'importe qui. C'est pareil. Les émotions et les hormones qui sont sécrétées de façon subséquente, sont bonnes pour notre santé. Ça permet de défendre notre organisme contre des agressions extérieures. Mais ça doit être défini dans le temps. Et tout part du signal de cette définition-là. Alors, passage en revue toujours des blessures émotionnelles, on en arrive à l'injustice. L'injustice également, c'est une grosse émotion, une grosse frustration qu'on subit, que l'individu subit. Alors, on se dit, il y a des choses qui doivent être égales à tout le monde. Il y a des choses dont tout le monde doit pouvoir bénéficier. Mais pourquoi il se trouve que moi, je n'en bénéficie pas? Je prends un exemple. Voici une blessure émotionnelle qui peut se décliner sous plusieurs ordres. Hein. Quelqu'un, par exemple, qui perd son père ou bien qui perd sa mère. Un enfant qui perd son père ou sa mère. Ça peut créer un sentiment d'injustice en la personne. Tout le monde a sa maman qui est vivante. Tout le monde a son papa qui est vivant. Pourquoi le mien ou la mienne est partie? Pourquoi moi et pas les autres? Donc là, on ressent ça comme une injustice. Et souvent, on en veut même à Dieu. Pourquoi est-ce que moi j'ai un gros nez et pas un nez plus fin? Pourquoi moi? Un sentiment d'injustice. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent facilement à trouver du boulot et pas moi? Pourquoi tout le monde arrive à se marier et pas moi? C'est pas du défaitisme, de la négativité qu'on met en exergue là tout le temps dans sa vie? Je peux dire que c'est une conséquence de ces sentiments d'injustice.
Le sentiment d'injustice qui est la rivière qui coule, elle a des petits bras qui vont se manifester, se décliner sous la forme que vous venez de décrire en ce moment-là. C'est-à-dire que, voilà, on a le sentiment d'injustice qui est là et on s'est dit non, ça doit pas m'arriver. Ça ne doit pas m'arriver. Et l'humiliation, comment on arrive à définir l'humiliation en tant que blessure? L'humiliation, c'est ce que les gens subissent au quotidien de leur vie, dans les couples, dans les relations professionnelles, dans la société globale et tout ça, par des injures, par des phrases qui sont choquantes, par des chocs qu'on reçoit, etc. Donc, c'est l'humiliation qui nous montre que nous sommes bons à rien. C'est pourquoi, très souvent, j'aime dire aux parents qu'il y a des choses qu'on dit à nos enfants, on ne mesure pas la conséquence, nous on balance la phrase comme ça, mais la blessure que ça crée et les conséquences qui vont en découler plus tard, on ne va pas pouvoir établir le lien entre ce qu'on a fait hier comme travail et puis ce que ça a donné aujourd'hui comme résultat. On ne fait pas le lien et puis bon, on est là dans les constats. Il faut savoir, Alex, qu'en général, ce qui est visible est produit par ce qui est invisible. Donc, le visible est produit par l'invisible, le matériel est produit par l'immatériel dans le matériel. Oui. Et puis, il faut donc faire très attention à l'immatériel, à l'invisible qu'on donne aux gens. Parce que les blessures, c'est vrai, ça peut résulter de chocs physiques. Je fais un accident, cet accident-là me blesse, cette blessure me handicape. Et donc, comme je suis handicapé, ça crée des frustrations, par exemple, en moi. Ça crée des sentiments d'humiliation, ça crée un sentiment d'injustice. Pourquoi est-ce que moi, je suis assis dans un fauteuil roulant et pas les autres, etc. Donc, ça peut résulter d'un choc physique, comme ça peut résulter aussi d'un choc mental, une grande peur, une grande colère, etc. Tout comme ça peut découler de chocs émotionnels. C'est-à-dire que nos émotions sont affectées. Et quand les émotions sont affectées, c'est là le côté le plus dangereux et le plus vicieux, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train d'infliger des douleurs aux gens. Imaginez par exemple dans un couple les gens qui font des palabres à 2 h du matin. Pourquoi ils ne font pas ça à 19 h et c'est à 2 h du matin? C'est un vrai supplice qu'on fait subir à la personne, de réveiller la personne à 2 h du matin pour l'empêcher de dormir, l'empêcher de pouvoir reposer son corps, parce que c'est pendant le sommeil que le corps se régénère, que les cellules se régénèrent, etc. Il y a un petit désir machiavélique d'apporter ou de mettre la pression psychologique sur l'autre. On va y revenir. Le temps pour nous de savoir comment vous en sortez, comment vous essayez de guérir vos blessures émotionnelles, au micro d'Emmanuel Bonzo. Moi en particulier, quand j'ai un problème de cœur ou un problème sentimental, d'abord il y a la prière pour trouver la consolation en Dieu. Et puis je mange beaucoup et j'écoute la musique. Ça me réconforte. En tant qu'un croyant, règle numéro 1, c'est de prendre l'ablution. Et puis je me dirige vers le Coran, la sourate Kaf. Et après avoir fini de lire, en tout cas ça me réconforte. Pour mieux guérir de ce choc, d'abord il faut se libérer le cœur, c'est-à-dire qu'il faut pleurer un bon coup pendant un bon moment. Et après, comme on ne va pas passer tout le temps à pleurer, la meilleure solution après les pleurs, c'est de se détacher de tout ce qui concerne la personne qui nous a blessés et de chercher à passer à autre chose. Voilà, en se rapprochant de certaines personnes qui vont nous apporter leur soutien et qui nous apportent du bien. Voilà. Quand j'ai un choc émotionnel, je me permets de préparer, faire en tout cas le ménage dans la maison, comme m'amuser, manger, boire et puis aller me coucher. Ça me permet d'oublier le choc émotionnel. Alors, généralement, pour guérir mes blessures émotionnelles, moi je me rabats plus sur les amis. Voilà, comme on le dit communément, quand je suis dans un goumen, je suis dans le goumen, je cause beaucoup avec mes amis. Par moments, je me rabats aussi plus sur le travail. Voilà, je travaille un peu plus pour pouvoir oublier. Dans le cas contraire, quand c'est trop fort, je me trouve une petite amie à côté. Voilà, pas forcément une petite amie, mais une confidente. Parce que moi, je m'entends beaucoup avec les filles, avec qui je partage. Et puis bon, avec le temps, j'oublie quoi. Je finis par oublier, c'est comme ça. Pour guérir de blessures émotionnelles, je regarde la télé, j'écoute la musique, je me balade avec mes camarades pour pouvoir tout oublier quoi. On peut savoir quel type de musique vous écoutez? Bon, Zouglou. D'accord, pourquoi? Parce que ça me plaît, ça donne beaucoup de conseils, tout ça.
Voilà, en tout cas, plusieurs pistes de solutions pour pouvoir guérir de blessures émotionnelles. En somme, on a parlé de prière, on va dire de restauration qui peut, ma foi, emmener aussi à la boulimie, des pleurs, le détachement, une manière de se défouler. On aurait dû peut-être ajouter un sixième aspect, à savoir le goumen aussi, qui est vraiment une blessure émotionnelle. Oui, le goumen a plusieurs aspects. Le goumen rentre dans tout ce qu'on a dit là. Le goumen, ça peut être résulté du réveil. Ah, le goumen, c'est un condensé de toutes ces blessures. Alors là, c'est le summum. Évitez de nous donner des goumens. Absolument, absolument. Mais l'élément qui est passé tout à l'heure me renseigne sur deux choses. Premièrement, les gens ont besoin d'assistance. Parce que c'est vrai, chacun a ses outils de résilience, chacun a ses outils pour pouvoir résister à certaines douleurs et tout ça. Mais les gens ont besoin d'apprendre à guérir. Parce que, comme je l'ai dit au départ, il y a une grosse confusion qui est faite entre le processus de guérison et les soins. Regardez, Alix, quand quelqu'un, par exemple, a une entaille physique, quand il y a une blessure, physique, on apporte d'abord des soins. Oui. Et puis la guérison vient après. La guérison, ça peut être... On peut avoir une entaille qu'on peut ne même pas soigner et puis la guérison va intervenir seule. Ça, c'est dans quelques cas. Mais quand on ne soigne pas, il y a des risques que ça s'aggrave. Ça s'infecte et tout ça. Et donc, quand on soigne, Dieu guérit. Donc, l'homme ne peut pas prétendre qu'il va absolument guérir. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du temps, etc. Mais au moins, les soins, il faut les apporter. Justement, docteur, soigner aujourd'hui les blessures émotionnelles. On a fait le diagnostic maintenant. Quel est le traitement que vous apportez? Il faut se poser 3 questions. Vous savez, le traitement dans les questions psychologiques, ce n'est pas des comprimés à prendre. C'est clair. Voilà, ce ne sont pas aussi des plantes qu'il faut mettre sur des choses, non. Parce qu'une plaie qu'on ne voit pas, on ne peut pas la soigner ni avec des comprimés ou avec des choses, mais c'est avec la parole en fait. Il faut qu'on se pose 3 questions. Et la première, c'est comment je pense que je peux me soigner? Parce qu'il faut savoir qu'en cas de blessure émotionnelle, ce n'est ni le psychologue, ni le médecin, ni le parent, ni le mari, personne ne viendra vous soigner. C'est vous qui pouvez vous soigner. On est son thérapeute. Chacun doit être son thérapeute. La difficulté, c'est que souvent, on manque de certaines compétences. Et c'est en cela qu'on a besoin d'un suivi, d'un accompagnement. Mais il faut savoir que l'accompagnateur n'est pas celui qui va vous guérir. Si quelqu'un vous dit qu'il peut vous guérir de vos blessures émotionnelles, c'est un menteur. C'est vous-même qui pouvez vous guérir. Donc, il faut d'abord que vous identifiez votre blessure. De quoi est-ce que je souffre concrètement? Il ne faut pas que je me voile la face. Est-ce que je suis comme les autres? Si je ne suis pas comme les autres, en quoi est-ce que je suis différent des autres? Qu'est-ce que les gens me reprochent? Il faut que j'identifie ça clairement. Quelles sont les raisons objectives et logiques qui permettent aux gens, par exemple, de me traiter de telle ou telle façon? Quelle est ma part de responsabilité? Je me pose ces questions-là en premier. Donc, j'identifie les outils, le comment. Comment je me soigne? Quand j'ai identifié ces outils-là, la deuxième chose, il faut que je me mette en œuvre. Parce que je ne vais pas identifier des outils et dormir avec. Oui, il faut passer à l'action. Voilà. Et quand j'ai la claire vision qu'il n'y a personne qui va me guérir si ce n'est moi, je dois passer à l'action. Sans peur d'échouer, sans la peur de ne pas aboutir à mes objectifs. Et comment on arrive à réussir cet exercice? Parce que des fois, quand on se retrouve dans ce genre de situation, de blessures émotionnelles très prononcées, on baigne carrément dans la peur. Je vous ai dit tout à l'heure que l'une des caractéristiques de la blessure émotionnelle, c'est de rabaisser sur l'échelle de l'auto-estime. Mais c'est également d'empêcher même la volonté, c'est d'annihiler ou bien d'inhiber toute velléité même de soins. C'est l'une des caractéristiques de la blessure. Et annihiler toute velléité de soins. Donc, il faut que j'en prenne conscience. C'est vrai que ma volonté de me soigner est là, mais ça sera difficile. Et donc, il faut que j'y arrive. Il faut que je me détermine moi-même. Il faut que je me motive moi-même. Parce que je sais que si je n'en guéris pas, il y a beaucoup de choses que je ne pourrai pas accomplir dans ma vie. Donc, il faut nécessairement que je guérisse. Donc, je me mets en œuvre. Parce que je me dis, une expérience qui n'est pas tentée, elle ne peut aboutir à rien. Je vais essayer mes solutions. Et je vais évaluer mes solutions. Est-ce que mes solutions, celles que j'ai appliquées, j'ai pensé qu'en faisant telle chose, est-ce que ça m'a donné le résultat que j'escomptais? Si oui, bon, ben, je renforce. Sinon, j'abandonne. Et puis, en ce moment-là, j'apprends, je tire des leçons. À mon avis, j'ai tenté telle chose. Je prends un exemple. Je me dis que
J'ai du mal avec mon père parce que je lui en veux de m'avoir abandonné, etc., etc. Et là, maintenant, je me dis, pour me soigner, il faut nécessairement que je fasse le deuil ou bien que j'aille vers lui. Mais je n'ai pas le courage d'aller vers lui. Mais pourtant, je me dis intérieurement que tant que je ne vais pas vers lui, je ne pourrai pas trouver le soin. Et je ne pourrai pas trouver le remède. Donc je me dis, il faut que je m'encourage à aller. Et quand on va vers, par exemple, dans ce cas que vous avez donné d'exemple de rejet du père, quand on part vers la personne, la démarche, elle est muée par quoi? Le pardon ou la plainte? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? C'est là qu'on a besoin d'encadrement. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça, suite à une blessure si profonde, et aller à des solutions. Dans ces cas-là, on s'adresse à un spécialiste qui va nous dire, bon, dans ces conditions, dans les conditions que vous me décrivez là, il serait idéal que vous fassiez telle chose. Vous allez vers votre père, mais il faut poser tel ou tel acte pour que ce soit efficace. Il va nous aider à apprendre ça. Et nous, on va lui dire, peut-être pas lui qui va nous dire, mais il va faire ressortir en nous les possibilités qu'on a, par exemple, de poser tel ou tel acte. Et puis, il va nous encourager, nous motiver. Donc, c'est en cela. Mais on peut aussi y aller tout seul. On peut aller seul, poser l'acte, et puis le père, il nous rejette davantage. Ah oui. Il nous rejette davantage. Ça nous ramène encore à savoir que quand on pose un acte, il doit avoir deux résultats, positif ou négatif. On se prépare aux deux. Je vais vers mon père. J'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Je vais vers lui. C'est possible qu'il me rejette davantage. Donc, je dois m'attendre à ça. S'il me rejette davantage, qu'est-ce que je fais? J'ai cette solution-là dans ma tête déjà, avant même d'aller. Donc, quand le cas arrive, en ce moment précis, je tire les leçons. Il faut savoir que ce qui manque aux humains, c'est de tirer les leçons. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font cet exercice-là, de ce qui leur arrive. Quelque chose m'est arrivé. Quelle est la leçon qui est derrière? Et c'est la chose la plus importante, fondamentale pour pouvoir rebondir. Merci infiniment, docteur. On aurait voulu même avoir un peu plus de temps pour épuiser le sujet, mais la lucarne vous est ouverte pour pouvoir vous auto-guérir, car c'est vous-même vos thérapeutes. Ne laissons donc pas notre positivité être prise à mal et à partie par notre négativité. Cicatrisons de nos blessures et regardons de l'avant avec le sourire. Hey!